Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Alaé, bonjour à tous nos amis internautes et téléspectateurs. Alors, vous êtes seul sur ce plateau. Votre second est empêché. Il a eu une urgence de dernière minute. Nous allons faire quand même l'analyse, décrypter certaines informations avec vous. Nous suivrons votre lecture de plusieurs informations relayées par les différents quotidiens ce matin. C'est parti. Nous démarrons par quel sujet, Marc? Bon, par le sport. Pourquoi Un par le sujet que sport? vous n'aimez pas généralement parce que vous n'êtes pas Vous me féru mettez, de football voilà, vous ou... me mettez vraiment en difficulté. Oui, parce que, bon, il faut dire que, mis à part la qualification du Bénin à la CAN, nous avons également un problème lié aux infrastructures sportives au Bénin. Et il faut remarquer que le gouvernement a décidé de pouvoir réfectionner Remédier et à puis cela. voilà, réhabiliter certains stades, par exemple. Parce que moi, j'ai eu la chance de parcourir presque tous les stades du Bénin et vous vous rendez compte, lorsqu'on prend la zone du sud ici, c'est-à-dire Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi. C'est vrai que Calavi n'a pas un stade, n'a pas voilà. de stade, malheureusement. Mais compte tenu d'un problème d'espace en temps, il se pourrait qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir construire cela. Le chef de l'État l'a dit une fois lors de cette descente. Et il faut remarquer que le stade qui est au niveau de l'amitié, stade de l'amitié aujourd'hui qui est en train d'être, en tout cas, réfectionné, pas forcément réfectionné, mais au niveau des alentours, la galerie marchande est en train d'être installée au niveau de ce stade-là. Et peut-être après cela, il va encore s'agir de corriger un certain nombre de choses au niveau du stade parce que les sièges n'étaient pas, en tout cas, très bons. Ça avait quelques problèmes. Voilà. Donc, il va falloir également corriger un certain nombre au niveau de ce stade-là qui a été réfectionné à coups de milliards, mais pourtant, le résultat escompté n'est pas aux attentes des citoyens et des férus du football. Et lorsque vous évoluez un peu vers Akpakpa, il y a le stade René Pleven qui fait partie des l'un des vieux stades du Bénin également, mais qui aujourd'hui est totalement fatigué. Même la pelouse, qui est une pelouse synthétique, ne répond plus, d'accord, aux conditions et aux normes. Alors que la plupart de nos championnats, par exemple la Ligue Pro qui se joue, la plupart de ces championnats se jouent sur ce stade-là. Ça se joue également sur le terrain qu'on a au niveau du campus d'Abomey-Calavi. Et il y a un autre terrain qui a été construit vers Kassato par MCA, en collaboration sûrement avec le gouvernement béninois. Et donc, il y avait vraiment ce manque-là de stade où, au moins, même au niveau du championnat national, les joueurs devaient avoir à disposition des stades réglementaires quand même pour pouvoir jouer. La capitale parle également du stade de Porto-Novo. Exactement. L'Aïbi parle du stade de Charles de Gaulle, voilà. Donc, j'estime que quand même ça viendra donner un souffle dans le domaine sportif. Oui, oui, puisque le besoin est là, tantôt, on parlait des centres de formation. Normalement, dans des pays où le football a atteint un certain niveau, ce sont les centres de formation même qui ont des stades. Qui ont en tout cas de mini-stades ou quand même, parfois même lors des championnats, même pas les centres de formation, même les clubs également, doivent avoir normalement le stade. Lorsque vous allez en Europe un peu partout, vous allez à Paris Saint-Germain, par exemple, ils ont leur stade, vous allez au Barça, le Barça a son stade, le Real a son stade, Man U a son stade, Liverpool a son stade, ainsi de suite. Ailleurs, c'est comme ça se passe, mais voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas forcément se comparer aux autres, voilà. Mais c'est que si ces stades, si ces clubs avaient chacun leur stade, ça allait limiter également un peu les choses, mais les stades qui sont construits par le gouvernement ou qui sont mis à la disposition de chaque ville ou de chaque commune, par exemple, c'est que ces stades constituent en réalité les stades des équipes qui résident dans ces lieux-là généralement. Il y a le stade de Crampopo également, voilà, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres stades qui ont été construits à l'avènement de la rupture, où il y a eu beaucoup de mini-stades qui ont été construits pour pouvoir quand même permettre d'éclore cette passion au niveau de la jeunesse. Et donc, les stades qui sont déjà dégradés, c'est important quand même qu'on puisse les réfectionner pour pouvoir quand même permettre aux joueurs de pouvoir
compétit dans les bonnes conditions. Parce que vous allez au stade René Pleven d'Apakpa, je ne vous le dis pas, il reste que les caoutchoucs au niveau du gazon synthétique. Il n'y a plus de gazon synthétique, il n'y a que les caoutchoucs qu'on met dedans pour éviter les dérapages qui sont là et les joueurs viennent jouer. Et lorsque vous tombez, parfois vous vous blessez facilement. J'ai déjà joué là plusieurs fois et vous vous blessez très facilement. Et donc, il est vraiment temps qu'on puisse réflexionner ça. Au niveau du stade Charles de Gaulle également, ça serait fait forcément. Et également, même au niveau du stade qui est au niveau du terrain, je dirais pas stade, au niveau du terrain qui est au niveau du campus d'Abomey-Calavi également, je pense que c'est déjà en train d'être complètement dégradé. Et donc, il faille également renouveler, en tout cas, ce gazon synthétique à ce niveau-là. Mais il y a un véritable problème par rapport, lorsque vous prenez par exemple le terrain qui est au niveau d'Akasato par exemple, c'est un bon terrain, c'est nouveau, c'est neuf, les gazons synthétiques sont très bien faits, mais il n'y a pas de strade. Lorsque vous venez suivre les matchs du championnat là-bas, c'est que vous êtes obligé de rester debout sous le soleil, il n'y a pas du tout d'estrade, il n'y a pas du tout d'estrade, et ce n'est pas qu'il manque d'espace, il y a d'espace. Il y a d'espace. Donc moi, je voudrais quand même que, mis à part le comité qui est chargé de la gestion et qui est lié directement à la mairie d'Abomey-Calavi, il faut également que le gouvernement pense peut-être à mettre des estrades à ce niveau-là pour pouvoir permettre quand même, ça ne donne pas en tout cas une bonne aperçu de ce stade-là, un bon aperçu de ce stade-là. Et il faut forcément qu'on arrive à régler ces différents problèmes-là pour pouvoir permettre quand même à ceux qui sont amoureux du cuiron et également pour élever le niveau de notre championnat également. Parce que si les joueurs ne vont pas jouer sur de bons gazons, sur de bons terrains, ça ne va pas donner également de bons rendements et ça ne motive pas également parce que vous risquez de vous blesser à des endroits où vous ne devez même pas vous blesser. Il y a des endroits sur ces terrains-là qui ont des bosses peut-être ou des creux et facilement vous pourrez avoir des problèmes à vos chevilles et vous vous blessez pour une longue période et peut-être ça peut même gâter carrément, mettre en danger la carrière de certains professionnels du football. Je le dirai toujours, une chose est d'avoir de bons stades, des stades bien rénovés ou de nouveaux stades, mais l'autre chose est d'avoir les compétences qu'il faille pour vraiment compétir au plan international, parce que ce n'est pas les stades qui déterminent la performance des joueurs. Non, bon, vous savez, bon, je vous comprends de votre position, mais vous savez, les stades, c'est très important pour les joueurs. Quelqu'un qui joue, par exemple, dans la terre rouge ou dans le sable ou tout le temps, par exemple, lorsqu'il est sur, moi j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois, lorsqu'il est sur un terrain synthétique qui remplit les normes qu'il faut, le jeu est différent, je vous assure. Ah bon? Le jeu est carrément différent. La circulation de balles, elle est différente. La vision, elle est différente. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Hein. Bon, parce que vous savez, même si vous-même, prenez un exemple simple, on vous met dans un environnement, d'accord, autre que l'environnement adéquat dans lequel vous devez travailler. Vous imaginez avec quelle passion ou avec quelle, en tout cas, je dirais quelle disposition vous vous mettez, par exemple, pour pouvoir travailler. Je donne juste un exemple, hein, si éventuellement votre studio ici n'était pas climatisé, et si éventuellement vous devez transpirer tout le temps, ça ne va pas vous créer de bonnes conditions pour pouvoir bien faire votre travail. C'est de la même façon au stade, lorsque ça remplit un certain nombre de conditions et que vous avez le matériel nécessaire, ça facilite au fait. Ça facilite. Ce qui fait que le rendement d'un joueur, c'est vrai qu'il y a le talent qui doit être là. Il y a le talent qui doit être là, le minimum qui doit être là. Il est important que même les jeunes joueurs puissent déjà avoir accès à ces genres de terrains au stade. C'est pourquoi moi j'encourage également les promoteurs privés, par exemple, qui construisent de mini-stades, par exemple, de mini-terrains de football, je dirais, de mini-terrains de football, pour pouvoir jouer. Comme à Calavi ici, là où vous allez jouer. Exactement. Et il y en a un peu partout, hein, que ce soit à Calavi, que ce soit à Cotonou, il y en a un peu partout.
Et ces centres déjà commencent par constituer des écoles de formation pour des jeunes, d'accord? Et lorsqu'ils commencent à jouer sur ces terrains-là, ils ont beaucoup plus de facilité. Quelqu'un n'aimerait pas, en tout cas, tout le monde rêve de jouer ou bien d'exercer son métier dans les meilleures conditions que ce soit. Et les stades ou les terrains de football synthétiques ou naturels constituent en réalité des dispositions qui sont très importantes pour pouvoir permettre aux joueurs pour avoir un bon résultat. C'est important. Autre information à débattre sur ce plateau, hommage aux soldats tombés au point triple, l'armée béninoise organise une marche à Cotonou et d'autres activités également. C'est Palmarès qui en parle ce matin. Oui, l'initiative a été portée par la classe 1994, 1 et 2, qui visait à honorer en réalité ces forces de défense et de sécurité qui sont tombées au combat. Et je pense que c'est d'autant plus important parce que ils ont également décidé d'organiser une séance de don de sang également et organiser également des conférences publiques, par exemple sur l'éducation sexuelle, la santé mentale et le bien-être des personnes âgées et la planification des activités génératives de revenus à la retraite. Et donc, c'est un panoplie d'événements, par exemple. Il y aura des séances de consultation et de dépistage du cancer du sein, en ce qui concerne également les femmes. Et donc, je pense que le Bénin a été endeuillé par ces soldats-là qu'on a perdus. Et cela a permis également à leurs collègues et à d'autres de pouvoir faire cette marche, pour pouvoir les honorer, pour pouvoir honorer leur mémoire, et également profiter pour pouvoir discuter d'un certain nombre de problèmes sûrement liés à leur métier, où c'est difficile de pouvoir vivre après sa retraite, comment assurer la retraite après. Et donc c'est une question qui est au centre de tous les travailleurs, que ce soit de la fonction publique, du secteur privé, que ce soit de l'armée ou civile. C'est une question préoccupante pour tout le monde parce que lorsque vous allez à la retraite, comment est-ce que vous allez pouvoir gérer votre après-service? Et donc c'est d'autant plus important. Et cette marche, ça va également renforcer la cohésion entre ces différents soldats-là, entre ces différentes troupes, remonter le moral également à tous ces soldats qui sont également toujours sur le front également, remonter le moral à ces familles qui sont endeuillées, qui subissent en tout cas la perte de leurs enfants, de leurs frères, de leurs parents. Et donc c'est une bonne initiative, on ne peut que remercier les organisateurs qui ont eu cette initiative. Et sûrement qu'ils ont eu le soutien de la haute hiérarchie. Au-delà de cela, c'est des activités quand même très nobles parce que c'est vrai, on n'a pas perdu des âmes innocentes, mais à travers leur mort, on peut en sauver d'autres vies. Je trouve que c'est vraiment à saluer parce que quand on parle du dépistage, du cancer de sein chez les femmes, du don de sang. On parle du don de sang, c'est une manière quand même de venir en aide à ceux qui ont besoin de ce précieux liquide dans les hôpitaux et également à toutes ces femmes qui ignorent encore qu'elles sont vraiment souffrantes, qu'elles sont malades et elles souffrent d'une maladie très grave qui pourrait leur coûter la vie, alors que prises en charge très tôt, elles peuvent vraiment vaincre cette affection-là. Voilà, nous ne pouvons que saluer cette idée sur ce plateau. Alors, autre information, nous retrouvons Matin Libre avec la complicité de Marcel. Marcel, que j'aime bien appeler sur ce plateau. Port de pêche de Cotonou, l'ANM saisit plus de 50 balances. Port de pêche à Cotonou, l'ANM saisit plus de 50 balances. Après les stations-service, cap a été donc mis sur le marchés port, ou bien le port de Cotonou, où des balances ont été réglées frauduleusement. Oui, je pense que c'est suite forcément à un constat ou à des dénonciations des usagers, de certains clients également, que l'ANM a décidé de mener cette opération. Il faut dire que ça a commencé déjà par le marché d'Antokpa, là où on vend les ignames. Et la première opération a été menée là-bas, où plusieurs
balances truquées ont été détectées et ont été saisies. Et mis à part cela, ils ont évolué vers le port de pêche où également la même opération a été menée et on a eu plusieurs balances, plus d'une dizaine de balances qui ont été saisies et donc qui ont été truquées. Et moi je me dis c'est un problème qui montre en réalité, en tout cas, jusqu'où les commerçants véreux peuvent aller pour pouvoir maximiser leur gain. Et donc, ça ne se limite pas seulement à ça. Parce que lorsque vous prenez les balances dont on parle, ces balances transitent dans toutes les villes et dans tous les quartiers de ville. Vous allez dans les poissonneries un peu partout, vous allez voir ces balances-là. Et généralement, personne ne contrôle en tant que tel. Et donc, les vendeurs, ils surfent sur ce manque de contrôle régulier pour pouvoir quand même diminuer le poids de ces balances-là. Et lorsque vous devez prendre un poisson d'1 kilo, par exemple, vous allez bien voir, ça va afficher les 1 kilo, mais malheureusement, c'est peut-être 0,80 qu'on vous a servi ou 0,70 qu'on vous a servi. Et vous imaginez les 0,30 de surplus, multiplié par 3 déjà, ça fait déjà encore un autre 1 kilo. Surtout au bord de pêche où le kilo est tellement élevé, le prix du kilo est élevé. Oui, parce qu'il s'agit de poissons frais. Voilà. Des poissons de mer, donc des poissons de bonne qualité. Donc du coup, c'est le contribuable béninois, c'est le béninois lambda qui perd. Oui, justement, parce que c'est pourquoi je dis, ce n'est qu'un aperçu de tout ce qui se fait dans nos quartiers, dans nos villes, un peu partout, dans toutes les contrées du Bénin où il y a différents types de commerces qui nécessitent l'utilisation de ces balances-là. Et donc, ça veut dire que, mis à part les contrôles qu'on a vus qui sont vraiment tangibles, même dans votre quartier, par exemple, allez-y voir. Tous les vendeurs de poissons, par exemple, ou bien de produits vivriers, par exemple, parce que parfois on pèse, même au niveau, par exemple, des sacs de riz, d'accord? Oui. Les gens ne respectent pas les kilos qui sont dedans. Tout à fait. Même le sucre également. Même le sucre également. Donc, c'est un problème qui est au lieu de 50, on trouve 48, 49 exactement. kilos. Et ça se remarque un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'il faille faire vraiment pour limiter les dégâts? Moi, je dis, en dehors de ce contrôle sporadique qui a été fait, il faut des contrôles très réguliers. Si l'ANM n'a pas le personnel nécessaire qu'il faut qu'il recrute, d'accord, pour pouvoir équiper quand même les villes stratégiques. Au moins un contrôleur dans tous les marchés déjà. Merci, un contrôleur dans tous les marchés. Ça pourra dissuader. Exactement. Et mis à part ça, lorsque le contrôle est fait et le constat s'avère que vous avez vraiment truqué la balance et qu'on saisit, d'abord, il doit avoir un système de régularisation de la balance et également, il doit avoir des étiquettes, d'accord, de certification des balances. Il n'y en a pas. Donc, il doit avoir des étiquettes de certification des balances, de telle sorte que, tel qu'on a fait, par exemple, il y a, pour ceux qui ont des compteurs additionnels ou qui vendent l'énergie électrique, par exemple, il y a des compteurs, par exemple, où c'est certifié. Donc, de la même façon, des balances doivent être certifiées de telle sorte que on puisse mettre l'étiquette de certification à un endroit bien déterminé pour permettre quand même aux citoyens, même si le citoyen venait à l'endroit où il doit pouvoir faire mener son opération, que le citoyen puisse constater que la balance que vous êtes en train d'utiliser pour pouvoir me vendre n'est pas une balance certifiée. Où se trouve l'étiquette de certification? Je ne le vois pas et donc je ne vais pas acheter chez vous. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par là d'abord. Essayer de trouver des étiquettes de certification pour toutes les balances au Bénin. Si tu n'as pas l'étiquette de certification, tu ne peux pas détenir une balance pour pouvoir vendre. Et informer, sensibiliser la population pour dire que désormais, vous avez à disposition, par exemple, des balances certifiées et vous avez tel mécanisme pour pouvoir contrôler. Normalement, la certification doit se trouver à tel endroit, surtout sûrement aux endroits où ils arrivent à dévisser les balances pour pouvoir truquer ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, ça permettra, la sensibilisation permettra aux citoyens d'être au même niveau d'information
Et en dehors de ça, maintenant, il va falloir sanctionner. Sanctionner avec la plus grande rigueur, sanctionner sévèrement. Nous connaissons les béninois, Marc. Sanctionner sévèrement. Parce que je suppose un instant, vous avez votre commerce et que quelqu'un vous propose ou on vous propose de truquer la balance, vous truquez. Même le service de contrôle n'arrive pas à vous détecter, mais c'est le citoyen, compte tenu de l'étiquette de certification, arrive à voir que vous avez truqué la balance. Il vous signale. Il doit avoir également des numéros de verre pour pouvoir signaler, dénoncer. Il vous signale lorsqu'on vient et qu'on saisit votre balance, par exemple, pour pouvoir vérifier. Et si on constate, attendez, si on vous donne une amende de 20 000, 50 000, que vous devez payer, sinon on bloque votre boutique, on bloque votre activité. Prochainement, avant de pouvoir le faire, vous ne le referez plus. Et donc, lorsqu'au niveau de la sanction, elle est lourde parfois, ça décourage les commerçants véreux de ne plus pouvoir continuer dans cette pratique-là illicite. Parce que s'il n'y a pas de certification, même si aujourd'hui l'ANM contrôle les balances au niveau du port de pêche et au niveau des marchés, et dit, je me les remets au niveau, je vous donne une amende, vous venez payer, je vous assure que d'ici quelques mois, ils vont encore recommencer. Forcément. Je suis très sûr. Forcément. Donc, mis à part le contrôle régulier, mettre les agents nécessaires au niveau des marchés pour un contrôle régulier, d'accord, établir une certification au niveau de l'agence pour pouvoir quand même certifier toutes les balances qui sont mises sur le marché. En dehors de ça, il faut sensibiliser non seulement les commerçants, mais également les citoyens, d'accord, pour pouvoir contrôler avec eux, pour pouvoir faire cette veille-là avec l'ANM, pour pouvoir voir qui sont ces commerçants-là qui sont en train d'établir cela. Et en dehors de ça maintenant, sanctionner avec la dernière rigueur, avec des amendes lourdes pour décourager à jamais ce phénomène. Parce qu'en réalité, nous vivons dans une situation où la morosité est ambiante et donc c'est difficile pour les parents de pouvoir débourser les sous pour aller au marché, acheter pour pouvoir quand même permettre d'assurer la survie des enfants pendant une période donnée et que finalement ce que vous payez n'est pas à la hauteur de ce qu'on vous sert. Et donc finalement vous vous retrouvez à chaque fois dans une marge très criarde de pouvoir satisfaire votre maisonnée. Et donc tout le monde en souffre forcément et qu'il faut quand même régler ce problème pour pouvoir quand même essayer de satisfaire les citoyens qui vont dans ces marchés-là. Qui peinent à trouver de l'argent aujourd'hui parce que c'est plus facile. Et ça ne doit pas se limiter seulement aux balances, je l'ai dit. C'est vrai, il faut également vérifier au niveau, vous allez dire, au niveau des sacs de sucre, des sacs de riz et d'autres produits également. Il faut pouvoir vérifier. Moi, et également au niveau de la date de péremption des produits. Malheureusement, moi, j'étais allé acheter avec les enfants, on est allé dans un supermarché un peu vers Bilosessi là-bas. J'achète... Il ne faut pas appeler le nom. Non, non, je n'ai pas appelé le nom du supermarché. Je dis juste la zone. J'achète du jus, d'accord, Yuki, de 1,50, d'accord, de la Sobebra là, de 1,50. Mais malheureusement, vous savez que le produit était déjà périmé. Quand j'ai ouvert, généralement quand j'achète pour les enfants, j'ouvre et moi-même je goûte d'abord. J'ouvre, je goûte rapidement et dis, ça là, quelque chose cloche. Et comme je ne doutais normalement pas, parce que ce sont des produits de la Sobebra, exactement, donc, de Nigeria, exactement, donc je n'en doutais pas du tout. Et donc j'ai pris, quand j'ai goûté en même temps, j'ai dit, ça n'a pas le goût habituel. Je regarde l'étiquette, je vois que c'est périmé déjà depuis le 24 décembre. Je dis, mais c'est pas possible. Heureusement que j'ai eu à faire ça. Les enfants n'ont pas bu. Le lendemain, en même temps, quand j'étais parti, ils avaient fermé. Le lendemain matin, je suis allé. Je dis, mais regardez, vous vendez des produits périmés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout. Vous allez rendre les gens malades. Et j'ai insisté pour vérifier dans le réfrigérateur quels sont les autres produits qui restent encore là, qui sont les boissons. Et j'ai vérifié, j'ai tout enlevé tout, je ne veux pas voir. Et je les ai menacés, je leur ai dit, si vous n'enlevez pas, même si ce n'est pas moi qui viens, j'enverrai quelqu'un d'autre pour venir acheter les mêmes produits pour pouvoir voir si vous les avez enlevés de vos rayons. À défaut de pouvoir vous dénoncer pour qu'on vienne vous fermer et autres, parce que ce n'est pas bien, vous allez rendre malade. Et donc, à ce niveau également, il faut un contrôle très régulier. Pas seulement du service de l'ANM qui est chargé de le faire. À la veille des fêtes de fin d'année que, que cette action se mène dans les marchés ou dans les supermarchés. Et moi, je veux même dire, pour les distributeurs de ces produits-là, c'est également important pour eux-mêmes de pouvoir faire ces contrôles-là. Parce que c'est le nom
de leur produit qui est également gâté, mis à part la fait. structure qui vend. Donc, eux-mêmes, ils doivent prendre cette responsabilité-là, de pouvoir contrôler si les produits qu'ils ont mis à disposition, d'accord, de leurs revendeurs, est-ce qu'ils ne mettent pas dans les réfrigérateurs et autres des produits qui sont déjà périmés. Et s'il y a un mécanisme, surtout qu'ils maîtrisent la date de fabrication, exactement. Donc ils savent à quand l'échéance. Exactement. Et donc ils peuvent lancer des opérations pour pouvoir aller vérifier. Et dès qu'ils... apparemment, je savais que pour certaines structures, par exemple, lorsqu'on sent que vous n'avez pas pu vendre et que la date d'expiration est arrivée, ils vous remplacent les produits. Ils prennent les produits périmés et ils vous remplacent ça. Va vous permettre de pouvoir vendre. Mais là aussi, il y a un risque. À quelle fin? Qu'est-ce qu'ils en font? On n'en sait rien. Non, sûrement qu'ils vont détruire. Détruire, vous êtes certain? Peut-être qu'ils les utilisent pour de... on connaît le béninois, mais on n'a pas les preuves, mais on peut quand même penser et l'imaginer. Parce que là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en parlent pas. Non, généralement, bon... Sûrement qu'ils vont détruire ça et utiliser l'emballage pour pouvoir fabriquer. C'est ce qu'il faut faire, normalement, détruire. Voilà. Bon. On espère ce qu'ils en font réellement, on ne sait pas. Et on ne saurait le dire sur ce plateau. Sans preuve, on peut rien dire sans preuve. Bon, alors nous allons poursuivre. Avant d'aller à l'international, nous allons aborder un sujet quand même. Il s'agit du projet de complot contre l'autorité de la sûreté de l'État. Oui. Alors, 117 milliards, la saisie de tous les biens des accusés. Donc, votre lecture? Bon, je pense que c'est un procès qui attire l'attention de tout citoyen normal et qui veut quand même voir l'aboutissement de ce procès-là, parce qu'il n'y a plus rien à rappeler. Hein. Les mises en cause dans ce projet sont très proches du chef de l'État. Nous avons un ancien ministre, nous avons un très bon ami, du chef de l'État. Et donc, le frère siamois. Oui, parce que il disait que, même dans sa déposition, il disait qu'il ne peut pas faire de tentative de coup d'État envers le chef de l'État, parce que qui dit Patrice Talon dit Olivier Bokor. Et donc, ça montre en réalité la proximité entre les deux hommes. Voilà. Et donc, en l'absence d'avocats, on a constaté que les deux mises en cause, c'est-à-dire Bokor et Homeki, n'avaient pas voulu faire une déposition d'accord après la défense. Et donc, sur ce point-là, on a été obligé d'aller faire sortir le procès verbal, d'accord, lors de leur arrestation. Et tout ce qu'on a eu à écouter, c'est issu du procès verbal, d'accord, d'arrestation. Et donc, aujourd'hui, tout le monde attend. Normalement, aujourd'hui, je pense que les débats doivent évoluer. Et peut-être aujourd'hui, on saura réellement quelle peine le juge a retenue à leur encontre. C'est vrai que c'est une affaire d'État, c'est une grosse affaire qui attire toutes les attentions. Et nous allons laisser la justice faire son travail jusqu'au bout, mais c'est quand même malheureux. C'est malheureux parce que c'est des gens qui font partie du système et qui ont longtemps aidé les uns et les autres dans le système. Je ne trouverai pas aujourd'hui quel ministre va dire aujourd'hui qu'il n'a jamais eu de proximité avec Olivier Bokor, qui n'a pas eu de proximité avec Oswald Homeki, ou quel acteur politique qui aujourd'hui ne dirait pas que Olivier Bokor était son ami, qu'il a eu beaucoup plus de proximité avec Olivier Bokor ou avec Oswald Homeki. Aujourd'hui, eux tous, ils sont dans le silence et ils observent. Parce que ce sont des gens avec qui ils ont longtemps collaboré, ils ont longtemps partagé beaucoup de moments, et ceux-là se retrouvent aujourd'hui en difficulté par rapport à une affaire. Et beaucoup se posent l'interrogation. Ils se demandent, bon, est-ce qu'ils sont vraiment allés jusqu'à cet extrême-là envers leur ami? Alors, si le problème s'avérait que la question était l'affirmative, ça pose un réel problème où vous constatez que jusqu'où les ambitions peuvent nous amener et combien de fois également l'être humain peut être de nature changeante. Et en réalité, il n'y a rien de surprenant parfois, hein, même si la justice aujourd'hui décidait de prouver leur culpabilité ou non. Par le passé, on a toujours compris qu'en réalité, si quelque chose doit vous arriver,
la plupart du temps, ça ne vient pas de loin. Généralement, ça vient de vos proches. Et donc, ça ne se limite pas seulement à l'affaire qui est en cours, mais dans la vie quotidienne. La plupart des problèmes que l'on a, ça ne vient pas d'ailleurs. Si vous allez même témoigner, Carole, c'est que si vous prenez juste un cas sur peut-être 10 que vous avez vécu, la plupart des difficultés que vous aurez eues là, c'est sûrement un proche qui vous crée ce problème-là. C'est sûrement un proche. Donc cela montre en réalité la nature perverse ou les ambitions parfois très poussées de nous les humains qui peuvent nous amener lorsque vous n'avez pas une crainte de Dieu, lorsque vous n'êtes pas limité dans l'ambition démesurée parfois, parce qu'il y a ce qu'on appelle également le contentement que Dieu nous exhorte à avoir. Le contentement, c'est quoi? Compte tenu de ce que vous avez, on peut vous proposer beaucoup d'autres choses, on peut vous proposer en tout cas des choses qui vont vous mettre tellement à l'abri, mais avec les risques qui l'accompagnent. Et donc, il y a certains, par exemple, qui décident de prendre ce risque-là, de s'y jeter. Et quitte aux conséquences, ils s'en foutent. La preuve, lorsque vous prenez cette affaire, par exemple, de cybercriminalité aujourd'hui, par exemple, les jeunes, ils savent le risque qu'ils encourent en faisant ces pratiques-là. Mais ils se disent... Il y a d'autres qui continuent malgré voilà, il y a d'autres qui continuent malgré que les le gouvernement sévit, la police malgré que d'autres prennent 10 ans, d'autres prennent 5 voilà. ans. Il y a d'autres qui continuent, qui prennent le risque. C'est à leur risque et péril. Sinon, s'ils avaient décidé d'avoir un emploi décent, d'accord, de vivre selon leurs moyens, ils vous parleront du chômage. Mais il y a des gens qui sont au village aujourd'hui, qui cultivent la terre ou bien qui font l'élevage, d'accord, mais qui sont plus heureux que le millionnaire qui est à Cotonou. Ils sont très heureux. C'est pour dire que Dieu a tellement fait les choses que vous n'avez pas besoin de grandes choses pour être heureux. Même avec le minimum, vous pourrez être heureux, pourvu que vous arrivez à satisfaire les besoins élémentaires de votre famille, de vos proches, et que vous vous portez surtout en bonne santé, parce que c'est ça également le plus grand. Puisque lorsque vous aurez beaucoup d'argent, ça va vous conduire à des vices, vous allez commencer à consommer des choses que vous n'avez pas l'habitude de consommer, à vous faire plaisir à l'extrême, en oubliant que cela, ça ne vous met pas à l'abri des maladies, parce que c'est cette outrance à vivre qui va vous causer beaucoup plus de maladies. Aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup plus de cancers, de maladies liées à telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus cette habitude d'aller acheter des produits frais, de les écraser, d'accord, et pour pouvoir faire les sauces à l'état nature, d'aller acheter du poisson frais. Ils veulent tous aller au supermarché. Ils veulent tous aller acheter des choses conservées. Et donc, du coup, ça va vous rendre excessivement malade. Et donc, pourquoi ne pas consommer du naturel qui va maintenir beaucoup plus votre état de santé en bonne forme? Vous voyez, les gens qui sont au village, ils vivent mieux que nous. Ils se portent en meilleure santé que nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés aux OGM que nous consommons tout le temps. Et nous avons cette latitude de dire, bon, je vais aller au supermarché, hein, je vais aller acheter tel... C'est comme si c'est un signe d'aisance. C'est comme un signe d'aisance. Alors que vous vous rendez malade. Bon, je veux consommer tel vin, hein, je veux consommer tel champagne, hein, en oubliant que vous vous rendez malade. C'est vrai que vous pouvez vous faire du plaisir, mais tout est limité. Tout ce que vous faites dans la vie, là, ça doit être limité. Il ne faut jamais rien faire à l'essai. Il faut rester, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Et c'est en oubliant cet équilibre-là que parfois certains tombent dans ce piège-là aujourd'hui. Et chacun doit être d'accord de faire face à ses responsabilités. Lorsque vous posez des actes, soyez conscient de les assumer au moment venu. Chacun assume. Voilà votre dernier mot. Et pour finir, nous allons aborder la sortie officielle des pays de l'AES, de la CEDEAO. Voilà, oui, c'est consommé. Ce n'est qu'une fin de tout le processus qui a été initié par ces pays de l'AES. Et tout le monde savait qu'il n'allait jamais revenir en arrière. Compte tenu des différents problèmes que l'on a constatés et compte tenu des problèmes avec certains pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, comme nous-mêmes, comme le Bénin également, et donc comme le Nigeria également. Et donc, ils ne veulent pas forcément revenir en arrière parce qu'ils sont dans une dynamique et donc, cela n'empêche pas quand même les populations de ces divers pays-là de pouvoir collaborer ensemble. Parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous... Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de pouvoir trouver
des ethnies au Bénin, que vous allez retrouver en Côte d'Ivoire, que vous allez retrouver au Niger, que vous allez retrouver au Burkina et que vous allez retrouver également au Mali, que vous allez retrouver au Nigeria. Donc nous sommes tous un même peuple. C'est seulement au niveau de la politique, au niveau de ces dirigeants-là, les relations diplomatiques qui ne fonctionnent pas. Et il faut pouvoir laisser libre cours à chacun de pouvoir choisir sa politique. Si tel est que le Bénin décide de toujours collaborer, d'être toujours de la CEDEAO et de collaborer avec ses partenaires de la France, de la Belgique, des États-Unis, de l'Allemagne, ainsi de suite, c'est un choix personnel. Et lorsque le chef de l'État qui est là, il est présent, c'est à lui de définir sa politique en matière de diplomatie. On ne peut rien lui imposer. Donc que ces pays de l'AES comprennent la chose, telle que également nous, les autres pays de la CEDEAO, nous allons comprendre également leur position pour comprendre qu'ils ont libre choix de pouvoir adopter la position qu'ils veulent compte tenu des partenaires qu'ils veulent avoir. Et s'ils décident de se mettre ensemble pour pouvoir former l'AES, ça ne gêne en rien et que cette cohésion ou cette fusion ne met pas en mal la collaboration avec les autres pays de la CEDEAO également, qu'il y ait toujours une bonne collaboration entre tous ces différents pays, que ce soit qu'on puisse constater en réalité ou qu'on puisse comprendre en réalité que l'AES aujourd'hui n'est que le frère jumeau de la CEDEAO et qu'ensemble on va essayer de... Quand nous observons et nous analysons, est-ce que la lutte que mène aujourd'hui l'AES, est-ce que ce n'est pas pour le bien de l'Afrique ? Puisque tout Africain aujourd'hui souhaite le développement de ce continent-là. Alors, qu'est-ce que l'AES fait aujourd'hui qui va à l'encontre du développement de notre continent? Oui, c'est vrai que la question, elle est fondamentale parce que lorsque vous prenez l'idéologie de ces pays de l'AES, d'abord, il faut remarquer que tous les dirigeants de ces pays sont venus au pouvoir par coup de force, d'accord, par coup d'État. Et donc, dans cette volonté de pouvoir changer les choses. Mais mis à part ça, en revenant à votre question, c'est vrai que ce sont des questions de développement qui se posent, mais ça peut être réorienté autrement. C'est parce qu'à un moment donné, au sein de la CEDEAO, il y a cette complaisance ou cette bassesse à toujours vouloir obtempérer à tout ce que l'Occident nous propose. Et on a constaté que les dirigeants au niveau de ces pays n'ont pas de mots, n'ont pas de voix par rapport à certaines propositions qui viennent de l'Occident. Ou par exemple, pour certains accords stratégiques, par exemple, il ne faille pas quand même essayer de bien toiletter ça pour pouvoir voir les intérêts directs pour le pays et également pour les citoyens. N'est-il pas de bon ton qu'on sonne la fin de la récréation? Oui, c'est de bon ton, mais bon, moi je me dis, même lorsqu'on prend ces dirigeants de l'AES et qui décident bien sûr de pouvoir mener cette politique-là anticolonialiste, donc, anticolonialisme, il faut également qu'en brassage de cela, on ne peut pas vivre seul. Ça, c'est certain. L'ouverture qu'ils sont en train, bien vrai qu'ils sont en train de chasser quelques partenaires, d'accord? Mais les autres partenaires qu'ils sont en train de chercher, avec lesquels ils sont en train de collaborer aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont en train peut-être de faire des accords directs avec eux, des accords très transparents. Et donc, cela n'exclut pas qu'à l'avenir, par exemple, avec les autres pays qui sont en train de rejeter aujourd'hui, comme la France, les États-Unis et autres, qu'ils continuent également par faire d'autres accords de partenariat avec eux. Mais que ces accords soient vraiment clairs pour qu'on puisse voir le bien fondé, pas seulement des accords où on vous dit que on va vous octroyer tel prêt, mais en retour, vous devez nous donner telle ressource, ou parfois les ressources qu'on peut même transformer chez nous, on vous dit non, vous allez fournir la matière première, nous on ira transformer chez nous, ça. On vous envoie ce qu'on veut. À des coûts de milliards. Voilà. Donc il s'agira de définir vraiment de nouvelles bases de coopération. Et c'est ce qui manque à nos pays de la CEDEAO. Les nouvelles bases de coopération pour que tous les pays soient gagnants. Parce qu'en réalité, la plupart de ces chefs d'État-là, ils visent leurs intérêts personnels. Voilà. Parce que lorsque l'accord vient, on vous propose qu'on va installer telle infrastructure dans le pays. Mais en retour, vous devez nous donner telle chose. La première question que la plupart de ces chefs d'État de la CEDEAO parfois demandent, quel est notre intérêt direct, nous, en tant que chefs d'État, dans cet accord-là? Alors que ça ne devait pas forcément être le cas. Quel est l'intérêt direct de nos populations dans cet accord-là? En matière de partenariat, on sait tous que les Blancs, ils n'investissent pas là où ils doivent récolter le triple ou même le 10e de ce qu'ils investissent.
Et donc, du coup, il faut être regardant envers cela et être vraiment très concentré sur les différents types d'accords qui peuvent être faits pour pouvoir quand même évoluer. Sinon, on ne peut jamais vivre seul sans pouvoir tisser des partenariats avec les autres pays. Merci à vous, Marc Goudjanou.